Alors, un truc juste pour qui est assez revenir mystérieux. à notre petite approche binaire, entre place et l'approche place et l'approche people, est-ce qu'il y aurait une troisième approche en termes de politique de la ville? Alors ça, si tu veux, c'est vraiment, si j'ose dire, production d'Onslow, hein, c'est Jacques Donzelot qui a introduit ces D'accord. catégories, moi qui me paraissent pertinentes. Mm, Bon, j'en vois pas à vrai dire, mais comme tu disais tout à l'heure, on pourrait imaginer des options intermédiaires, c'est-à-dire qu'on mélange. Hein. mm, Bon, dans les faits, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans la politique de la ville. Hein. On a d'accord. bien un peu ces deux approches, finalement, le place en grande masse, et puis après on affine. Hein, Mm. donc, bon, je vais peut-être venir à cette réforme de 2014, enfin cette loi de 2014. Je t'en prie, Euh, vas-y. donc, tu vois, je pense qu'on pourrait effectivement mixer un peu les choses. Mm, Bon, alors oui, pardon. je t'en Qu'est-ce prie. qu'elle dit cette loi de 2014? En fait, techniquement, elle change les choses puisqu'elle ne détermine plus d'espace, de périmètre d'action publique a priori. Alors, c'est un collègue et ami hein, qui avait contribué à apporter les outils techniques à cette affaire-là. Mhm, mhm, La démarche est la suivante, elle est de dire on va regarder où sont concentrées les populations les plus pauvres. mhm, Indépendamment des grands ensembles, des banlieues, des machins, on ne s'occupe pas de ça. On découpe la France en carrés de 200 mètres sur 200 mètres. Hein, mhm. c'est ce qu'on appelle un carroyage hein, techniquement. Carroyage, Donc, effectivement. alors très fin, hein, parce que 200 mètres sur 200 mètres, ça fait pas lourd. Hein. Donc, ça fait 4 hectares. Hein. Donc, et on regarde s'il y a une concentration. Hein. Et en fait, la concentration, c'est quoi? C'est plus de 50% de population qui ont donc comme revenu moins de 60% du revenu médian par unité de consommation. Et donc, quand il y a des paquets, si j'ose dire, de plus de 1000 habitants, eh ben, on dit c'est un quartier prioritaire. Mm, Et qu'on soit en ville, à la campagne, où on veut, mm, logement social, logement privé, mm, où on veut, la question n'entre pas en ligne de compte. Donc mm. c'est une approche directement, alors on pourrait dire people d'ailleurs, directement sur un critère, étant entendu que ça c'est pas, on n'invente pas l'eau tiède en disant ça, que l'argent dont on dispose, hein, le revenu dont on dispose, ça conditionne pas mal de trucs, quoi. Hein, voilà. Effectivement. Et il y a fort à parier que quand je n'ai pas beaucoup d'argent, je suis sous-diplômé, je suis en précarité, des familles recomposées, des adultes isolés avec enfants, enfin bon, des handicaps éventuellement physiques ou Mm, pas. Enfin mm. bon, donc le critère de revenu est, comme on dit en statistique, un critère synthétique, parce que bon, voilà, il vaut, comme dit le proverbe, il vaut être mieux riche et bien portant que pauvre et malade, mais effectivement, souvent les pauvres sont malades en plus. L'idée de départ, elle est de dire, le revenu, hein, arrivé à ce stade-là, environ 1000 euros par unité de consommation, donc par adulte, quoi. C'est pas lourd, ces gens-là, ils ont des problèmes, quoi. Donc effectivement, et là, effectivement, c'est bien un mélange, c'est-à-dire, on ne dit pas chaque personne, on va aller la voir, mais il y a aussi des politiques sociales pour ça, quand même. Hein. Mais on va dire, on va faire des concentrations de 1000 habitants. Mm. Finalement, on part people et on Oui, agrège hein, en oui. place, si tu veux. Mm. Alors après, il y a des subtilités techniques. Bon, je pourrais développer, mais enfin, je prenne mon petit papier, mais Oui, oui, non, mais très technique. Mais enfin bon, c'est pas on- forcément important. Et bon, cela dit, évidemment, on retrouve une bonne part des quartiers de logements sociaux hein, qui eux-mêmes concentrent la mais pauvreté. Hein. également des campagnes, bon. Mais des campagnes, mais des petites villes. Enfin, la grande différence, c'est que effectivement, on voit apparaître beaucoup plus de petites villes, hein, villes petites et moyennes, qui n'apparaissaient quasiment pas Mm. dans la politique de la ville ancienne manière, avec parfois des cas. Enfin bon, moi j'ai des exemples hein, de petites villes en Normandie, dans l'Orne. Enfin, je pense à la ville d'Argentan, mais bon, on Mm. pourrait en citer d'autres, où on avait des grands ensembles, alors qui évidemment était peu important à une échelle absolue, mais qui à l'échelle de la ville qui fait 15 000 habitants pouvait être important en valeur relative, Mhm. avec des situations de misère euh, inimaginables. Enfin moi, il y a 15 ans, quand j'ai vu ça, je me passais pour y croire, et avec des possibilités d'action publique très faibles, puisqu'il n'y avait pas de politique de la ville. Mm. Et donc une municipalité, finalement, c'est son job, réduite Mm. à faire ce qu'elle pouvait dans une ville qui était à l'époque en Mm. proie au chômage, avec des rentrées fiscales de la municipalité qui étaient très faibles. Enfin bon, Mm. des situations bon, euh, enfin, insupportables Mm. dans la France des années 2000. Quoi. Enfin bon, Mm. voilà.
et des inégalités de traitement qui étaient également pas normales. Enfin, bon. Donc voilà, donc ça a eu cet effet-là, à mon avis, de façon importante. Bon, l'inconvénient quand même, il ne faut pas être angélique, c'est qu'on est passé de 2600 quartiers prioritaires à 1300. Donc, bon, si on prend l'exemple de Mantes-la-Jolie, on a ce grand ensemble, j'insiste pas, mais pas loin à l'ouest, c'est le département de l'Eure, on a une pauvreté rurale, une pauvreté des petites villes dans l'Eure qui est absolument phénoménale. Et là, c'est une pauvreté qu'on peut retrouver dans les centres-villes, pas forcément. Et qu'on peut aussi trouver dans les centres-villes. Voilà. Et donc, et souvent une pauvreté au-dessous des radars, puisque effectivement, on est sous les 1000 habitants, etc. Et pas forcément avec une action publique suffisamment fine dans ses mailles pour aller chercher tout le monde, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a ça. Et puis, effectivement, il ne faut pas mésestimer, négliger la pauvreté des centres-villes. On nous rabat, nos collègues sociologues, je suis souvent un peu sévère avec mes collègues sociologues, nous rabattent parfois les oreilles avec la gentrification des centres-villes. Gentrification, c'est-à-dire l'embourgeoisement. Oui, bien sûr, c'est le cas dans certaines villes, etc. Mais la tendance dominante depuis 20 ans en France, elle est plutôt au contraire à une paupérisation des centres-villes. Donc un peu sur le modèle américain d'ailleurs, au passage. Donc y compris dans des grandes villes. Bon, l'exemple emblématique, c'est peut-être des villes comme Béziers, comme Perpignan. Bon, au passage, c'est Ménard, l'actuel maire de Béziers. Je ne me souviens jamais de son prénom, mais enfin peu importe. Bon, sa première campagne surtout, il a fait explicitement campagne sur la pauvreté du centre-ville. Bon, ça correspondait malheureusement à un constat réel. Enfin, il avait raison quand il disait ça. Si je veux dire, c'est pour ça qu'il a été élu. Alors qu'il y a encore 7-8 ans, on nous rabattait les oreilles avec cette histoire d'embourgeoisement généralisé, ce qui n'est pas le cas. Donc il y a aussi toute une population qui habite dans les centres-villes et qui est plutôt plus maltraitée, puisqu'elle est souvent dans du logement privé. Très précaire, des taudis. Enfin, le cas de Marseille, là, ça nous a sauté aux yeux dramatiquement, évidemment. C'est typiquement ce cas-là. L'immeuble qui s'écroule. Enfin, bon, c'est quand même dans un pays comme la France, bon, c'était pas arrivé depuis pas mal de décennies quand même. Donc voilà. Et donc ça veut dire que la géographie sociale de la France et cette géographie sociale de la pauvreté, c'est sous une mosaïque de plus en plus fine. Donc à l'échelle du petit quartier, de la rue, voire de l'îlot d'immeubles. Donc, et on peut passer sans transition d'une rue chic à une rue très pauvre, et puis arriver dans un quartier de classe moyenne, etc. Cette marqueterie sociale. Et donc, du coup, on se rapproche beaucoup du modèle américain, finalement. Ouais, et à cet égard, la France alors, c'est pour ça que moi, je l'admets par moment, mais je me méfie souvent quand on me sort l'exception française au niveau géographique, au niveau historique, ou l'exception sur laquelle l'histoire modèlerait le présent, tant géographique que linguistique, que sociologique, différemment, parce qu'on a une histoire différente. Et finalement, tu vois bien que les Américains et les Français n'ont pas du tout la même histoire. Et finalement, peut-être que la société post-fordiste a fait en sorte qu'on se dirige tous vers ce schéma-là où dans un quartier, il y a des petits îlots et on passe d'une pauvreté extrême à une classe moyenne supérieure. Alors ça, je pense que, là, ça nous emmène sur un autre débat, mais c'est les effets de la mondialisation. La mondialisation est bien une unification, pour le meilleur et pour le pire, une unification des modèles sociaux. Et avec ce truc que là aussi, il faut se méfier du terme de ségrégation, c'est que les inégalités augmentent. Tous les rapports annuels de l'INSEE le montrent. Il n'y a pas besoin de rapport annuel de l'INSEE. Il suffit de se promener dans la rue. On s'en rend compte assez intuitivement, quoi. Ça veut dire que des pans entiers de la société basculent dans la pauvreté. Bon, moi, je redoute, comme beaucoup d'autres, que dans les mois qui viennent, on ait une nouvelle phase de ça. Malheureusement, je n'insiste pas. Alors qu'une minorité, mineure s'enrichit de façon éhontée, dans certains domaines d'activité, je passe aussi. Et puis en même temps, mécaniquement, du fait de cette marqueterie de plus en plus fine, les différences sociales, entre guillemets, se rapprochent. Donc, si on mesure la ségrégation au sens strict du terme, la ségrégation diminue. Voilà, évidemment. Et finalement, on pourrait dire... Par un effet de nivellement par le bas.
Bah oui, on peut dire ça. On pourrait dire aussi, hein, pour employer un autre terme du langage courant, que finalement la mixité sociale augmente à certains égards. Sauf que le fait que les riches se rapprochent des pauvres, pour les pauvres, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Ah oui, Voilà, effectivement. Alors c'est pas Bourdieu du tout en une bonne parlait et nouvelle. disait que ça pouvait être d'une violence extrême de mettre des gens de ce classe sociale différentes les uns à côté des autres. Mais tu en parles aussi, oui, ça peut être. Alors pourquoi? On va expliquer Bah, pourquoi. pourquoi? Parce que bah, pour des raisons. Enfin, on revient à Louis Wirs, hein, d'ailleurs, et à son bouquin Le ghetto de 1924. C'est que bah, pour des raisons, si j'ai une analyse très économique, très simple, bah, avoir une main-d'œuvre taillable et corvéable à merci sous la main, c'est toutes les formes précaires de travail, enfin, Bien voire les sûr. nouveaux esclavages, hein. On le voit avec la nouvelle domesticité. Là, c'est la mixité sociale parfaite, puisque l'employé habite au même endroit dans Oui, la maison du patron. oui, Mais oui, c'est pas oui. pour ça qu'ils sont à égalité, bien sûr, hein, puisque c'est un moyen d'exploiter, de surexploiter, hein, cette Effectivement. domesticité. Les travailleurs clandestins, même chose, hein, Ah, qui ouais. couchent dans leur atelier, c'est super. Non, c'est pas super. C'est en fait que des populations potentiellement dominées ou dominables se mettent à l'écart, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Et Effectivement, d'où l'idée du ghetto je de suis Louis Vert. d'accord C'est un avec toi. moyen de se ressourcer entre nous avant d'aller affronter, hein, Oui. éventuellement la Alors, brutalité de la société pour la américaine. petite anecdote, il y a quelques années, j'étais bénévole dans une association et j'avais, dans le cadre de cours de français, des babysitters asiatiques qui, du coup, habitaient sous le même toit que la famille qui les employait. Et effectivement, la réalité était très dure. La Oui, bon, réalité était extrêmement, extrêmement dure. Ouais. c'est le modèle. Enfin, moi, quand je parle de ça à mes étudiants, j'évoque le modèle de l'immeuble haussmannien. C'est-à-dire que si on lit l'immeuble haussmannien avec les lunettes de la politique de la ville d'aujourd'hui, on dit c'est merveilleux, hein. Regardez l'immeuble, il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les moyens selon les étages, hein. Au deuxième, c'est Ouais. les plus riches, au troisième, ça diminue. Les chambres de bonne tout en haut. Tout va très bien, Madame la Marquise, si je puis dire, idéal de mixité sociale. Il faudrait refaire ça dans nos banlieues. Sauf que au 19e siècle, l'immeuble haussmannien cache des rapports de domination absolument phénoménaux. Ah Donc oui. en fait, la proximité spatiale de catégories sociales différentes ne veut pas dire Oui, la proximité sociale, évidemment. Il peut y avoir une évidemment. très forte proximité physique Ouais. avec une très grande distance sociale. Bon, c'est un D'où la classique. violence dénoncée par C'est un Bourdieu classique quand de il en la parle. sociologie urbaine, hein, Effectivement. Chamboredon-Lemaire, proximité spatiale, distance sociale dans les grands ensembles. C'est un article de 1970 dont je recommande toujours la lecture. Alors maintenant qu'il devient difficile à lire, ça fait quand même 50 ans, mais c'est un article qui n'a pas perdu une ride. Enfin, Oui. donc voilà, donc difficile à faire travailler à des étudiants, mais enfin extrêmement intéressant. Donc voilà, et il faut pas, là aussi, hein, le terme de ségrégation, je trouve qu'il contribue à mélanger en fait les catégories d'espace et les catégories de société, et parfois à pas avoir une lecture pertinente, à mon sens, des réalités et géographiques et sociales de la société française, quoi. Mhm. Donc voilà. Alors, bon, j'ai encore une petite conclusion si besoin, mais je sais pas Alors, si. juste avant la petite conclusion, euh, j'aimerais te questionner, si tu me le permets, sur la notion d'ethnoburb que toi tu utilises dans tes travaux. Là où ça a été testé, ça a été assez prometteur. Alors, est-ce qu'on peut mettre en place? En fait, moi, j'aurais tendance à dire que ça se met en place, Ça se met en place. tout En seul, fait, si ça je se puis met dire. en place Euh, de fait, mais est-ce qu'on peut laisser? Alors, voilà, voilà. est-ce qu'on peut Alors, c'est laisser se développer? Alors, je vais peut-être faire petite explication de ce qui se cache derrière ce mot, si je puis dire. Je t'en prie. Je crois que c'est pas mal. Donc, voilà, alors, il faut rendre à. Alors, en l'occurrence, c'est pas César, c'est un terme qui vient d'une géographe américaine qui s'appelle Wei Li, alors d'origine chinoise ou coréenne. Donc, bon, alors, l'article est traduit en français d'ailleurs, hein. Enfin, il y a des articles en anglais, mais il y a aussi un article en français. Et donc, qui a donc importé à l'occasion cette notion d'ethnoburb ou ethnic suburbia, hein, bon, voilà, Mm. donc banlieue ethnique, Mm. mais banlieue au sens américain et ethnique au sens Au sens américain. américain, oui. Il faut faire attention, c'est toujours pareil. Et puis alors, pour rendre vraiment à César ce qui lui appartient, c'est William Le Goff. Donc alors, quand je parlais du technicien de l'ONSUS, là, enfin, de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles, qui avait testé ce carroyage de 100 mètres, en fait, Mm. c'est lui, et qui a fait une thèse, hein, sur enfin,
enfin en Grande-Bretagne, sur des villes britanniques, et donc qui a acclimaté ce terme. Et en fait, c'est par lui, enfin on se connaît, il a fait sa thèse à Caen, enfin je passe. Donc c'est par lui que finalement le terme nous est arrivé. Donc on remercie tout ce petit monde au passage. Hein, voilà. Donc, et donc qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'elle dit, Wiley? Elle dit, c'est quoi une ethnoburb? Donc c'est en périphérie des villes. Là, on est bien sur cette question-là, où on a en gros un nouveau alors mélange, pas forcément, hein, c'est pas forcément du mélange où les gens se fréquentent, mais une juxtaposition au moins de populations d'origine de plus en plus diverses. Et finalement, bon, il y a les Américains d'origine européenne, il y a des classes moyennes afro-américaines, hein, parce qu'il y en a aussi tout de même. Donc, et puis, il y a toutes ces couches successives d'immigration, latino, enfin, etc., etc. Et donc, ça, c'est un premier point. Donc, en fait, une ethnoburb, c'est une augmentation de la diversité des origines. Hein, de provenance liées à différentes phases de migration, y compris sur plusieurs siècles. Enfin, bon, les États-Unis étant un pays de migration, de toute façon, la question ne se pose pas. Et puis, un. Et deux, l'autre truc, c'est quoi? C'est que ces gens-là, ils ont des activités économiques, alors que parfois en France, on appelle ethniques. Bon, enfin, moi, c'est toujours pareil. Hein, voilà, c'est Benetton, quoi. Donc, bon, ça me moyen. Mais c'est quoi ce truc-là? C'est de dire que des gens qui ont finalement des liens avec leur pays d'origine et qui vont, par exemple, faire du commerce d'importation de produits fabriqués, etc. Bon, il y a toutes les activités liées à la téléphonie mobile, Western Union, les messageries, des choses comme ça, puisque ces gens-là sont à la fois résidents du pays dans lequel ils sont arrivés et en même temps en contact permanent, physique ou virtuel, avec leur famille, leur réseau de relations. Et donc, il y a une espèce de transmigration. Certains géographes ou sociologues des migrations parlent de plus en plus de transmigration, je trouve que c'est un bon terme, ça, avec des allers-retours d'ailleurs, y compris assez enfin, qui peuvent être fréquents, etc. Et donc se développe une activité économique spécifique liée au réseau de relations mondialisé, dont ces personnes bénéficient. Alors après, il peut y avoir des effets de mélange ou de rencontre ou d'acculturation réciproque, mais à la limite, c'est pas utile. Hein, on est dans une vision très américaine. Les gens vivent leur bonhomme de chemin, enfin ils sont entre eux, mais ils sont pas hostiles aux voisins. Enfin bon, ils sont très américains, quoi. Enfin bon, donc tout ça se passe plutôt bien. Et donc la question qu'on s'est posée avec Didier Desmond, c'est est-ce que ce truc-là, on ne pourrait pas voir s'il est transposable en France, en l'occurrence en Seine-Saint-Denis, et est-ce que ce n'est pas un modèle de lecture alternatif à la banlieue ghetto? Voilà, hein, c'est ça le truc. Alors, si je puis dire, on en est là parce que lui, comme moi, lui, c'est encore pire, hein, mais lui, il fait tout bien. Donc, il a une superposition d'activités et de responsabilités qui font qu'on n'est pas allé plus loin depuis pas mal d'années maintenant. On a fait un premier article donc, dans la revue Espace et Société avec une approche quantitative sur les transactions immobilières. Bon, ça, tu l'as déjà en référence, celui-là. Et puis, je peux donner le PDF. Enfin, il est accessible en ligne, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et puis, on se disait qu'il faut compléter avec des études qualitatives, donc aller sur le terrain, faire des entretiens, vraiment s'immerger dans ces populations-là. Évidemment, ça prend du temps. Et évidemment, on ne l'a pas fait. Donc, on en est resté là. Moi, je pense que c'est une hypothèse scientifiquement fructueuse. Bon, honnêtement, on est un peu les seuls, sans vouloir faire les malins. On est les seuls. On est les seuls en France à explorer cette piste-là. Il m'est arrivé de me faire un peu rabrouer quand j'étais pas encore prof d'ailleurs. Maintenant, les gens me respectent. Mais voilà, donc en me disant c'est quoi ce truc, c'est n'importe quoi, etc. Moi, je reste. Alors pourquoi il considérait que c'était n'importe quoi? Parce que ça perturbe les habitudes. C'est tellement facile de parler de banlieue ghetto, intellectuellement, politiquement, enfin, ça règle tous nos problèmes. Et puis il y a le côté ethno qui fait écho au côté communautariste. Et en France, on ne reconnaît pas les communautés, sauf qu'on les considère toujours en tant que telles. Et donc peut-être qu'avec cette notion d'ethnoburb, tu casserais un peu les murs qui enferment les. Ouais, pour répondre à ta question précédente, c'est-à-dire que, imaginons une politique de la ville qui éventuellement s'appuierait sur cette inventivité économique, parce que là, on est bien là-dedans. Je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait donner, mais enfin, ce serait pas.
Enfin, ça mériterait d'y réfléchir, quoi, au Bien moins. sûr. Et donc, voilà. Et ça, moi, je rêve de pouvoir le faire. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. Et lui non plus, d'ailleurs, Didier. Mais bon, alors, on a essayé un programme européen, à lancer un grand truc européen pour voir si dans d'autres villes européennes. Enfin, visiblement, il y a des correspondances. Hein. Donc, Mm. ça mériterait, bon, pour les initiés, un H2020, c'est-à-dire, hein, c'est des appels d'offres de recherche à l'échelle européenne. Enfin, bon. Mhm. Donc, je passe. Et là, effectivement, pour boucler avec le début, c'est-à-dire que ma vision en stéréo, si je puis dire, de part et d'autre de la Méditerranée, oui, là, elle m'a aidé. Enfin, si j'avais pas eu ces terrains de recherche en Algérie, je n'y aurais jamais pensé, si je puis dire. Donc, mais bon, ça tient aussi, je pense, aux histoires personnelles. Hein. William Le Goff, on pourrait, enfin, je ne vais pas raconter sa vie, mais Mm. il a des raisons de penser que peut-être l'ethnoburb, ça pourrait marcher, quoi. Donc, parce qu'il le sait en lui-même, je pense, c'est dans son histoire personnelle, quoi. Donc voilà, tout ça n'est pas non plus un hasard. Mm. Donc voilà, c'est un peu ce truc. Et en fait, quand on regarde quantitativement, on voit que au nord-ouest, hein, je dirais le quart nord-ouest de la Seine-Saint-Denis et les communes bordières du Val d'Oise, on a Mm. ce truc-là. C'est-à-dire qu'on voit sur 20 ans une augmentation de l'éventail des nationalités qui acquièrent un logement. Donc ça veut dire que c'est des gens, ils sont étrangers, y compris des gens qui sont arrivés depuis pas longtemps, Mm. quand ils sont pakistanais, enfin Mm. indo-pakistanais, chinois, etc. Mais ils ont de l'argent, apparemment. Et puis bah, s'ils acquièrent un bien immobilier, ça veut dire que bah, soit ils vont y résider, soit ils vont le louer. Mais en tout cas, ils font que j'appelle un pari optimiste sur l'avenir, c'est-à-dire qu'ils considèrent bien, comme tout le monde, que s'ils achètent un truc, ça ne va pas se dégrader dans les 10 années qui viennent et qu'ils ne vont pas éventuellement revendre à perte 10 ans après. Mm. Donc on a bien une espèce d'investissement dans tous les sens du terme, financier, Mm. mais aussi, je dirais, culturel, affectif, enfin, Mm. et en général pour développer. Hein, Mm. ça, on le sait par ailleurs, pour développer une activité commerciale, enfin, restaurant, enfin, toute chose qu'on peut imaginer. Mm. Et y compris, enfin moi j'en connais d'ailleurs, des Algériens par exemple, qui vont s'approvisionner hein, sur des marchés chinois, de production chinoise, qui vont aller vendre sur les marchés. Bon, enfin on a peut-être tout ça dans nos relations, mais voilà, enfin et on les voit sur les marchés de Saint-Denis ou de Caen d'ailleurs, il y en a Mm. aussi. Donc voilà, donc on voit en fait des circuits commerciaux mondialisés qui Mm. vont s'ancrer localement dans des communes que je serais bien tenté d'appeler cosmopolites, mais enfin, sous réserve d'inventaire. Mais voilà, et puis je fréquente pas directement le marché de Saint-Denis, je crois que c'est le Mm. dimanche ou le samedi, je sais plus. Mais enfin bon, voilà.